Alors, donc, pour ce qui est de la poussée d'Archimède, donc un vieux concept par rapport à l'Antiquité, l'idée c'est donc que lorsqu'on va présenter un corps dans un fluide, lorsqu'on va le mettre en fait dans un corps qui est de type gazeux, de type liquide, et en fait on va avoir une force supplémentaire qui va s'exercer. Alors cette force supplémentaire, qu'on appelle donc poussée d'Archimède, c'est celle qui va aller à l'encontre du poids de l'objet. Autrement dit, finalement, cette force elle va s'opposer au centre de gravité, tout au moins à la gravité elle-même. Et donc on va chercher donc à avoir une action répartie sur la surface, finalement, vu que c'est comme tout objet lorsqu'on va travailler sur les forces. Et cette force, elle va donc chercher à compenser le poids. C'est pour ça que quand on est dans l'eau, type piscine, à la mer, et bien en fait on arrive des fois à soulever des personnes qui sont plus lourdes que nous, lorsqu'on n'a pas forcément assez de force en temps normal sur Terre, et bien en fait dans l'eau ça devient un peu plus facile. Comme en fait on arrive aussi à déplacer des gigantesques paquebots, avec des containers qui sont extrêmement lourds, alors que sur Terre ça nous demanderait un effort colossal. Donc ça c'est dû en fait à cette poussée d'Archimède. Et cette poussée d'Archimède en fait, elle a aussi fonction, donc on l'a dit, donc du volume de l'objet qu'on va mettre dedans. Alors on va savoir que c'est pas le volume complet, c'est simplement le volume immergé, le volume qui sera en contact avec la surface du fluide. On va avoir forcément la gravité, vu qu'on va chercher un s'y opposer. Et on va voir donc aussi en multiplication donc, le terme de ρ, c'est-à-dire la masse volumique du liquide qu'on utilise justement pour avoir cette poussée Archimède, puisque finalement c'est lui qui va faire le travail. Donc c'est bien cette caractéristique qu'on va retrouver dans la formule, donc ρ fois v fois g. Alors moyennant le terme de vecteur, vu qu'on va s'opposer au vecteur g, on va avoir un signe moins qui va apparaître. Bon, jusque-là, avec la poussée d'Archimède, c'était valable en fait pour des forces statiques, lorsque le fluide ne bougeait pas, que l'objet ne bougeait pas. Alors, même s'il bouge, finalement, on verra que cette poussée d'Archimède est toujours valable. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est parce qu'en fait, on va avoir un écoulement, c'est-à-dire qu'on va avoir le fluide qui va se déplacer. En fait, donc le fluide, on est capable de le modéliser par un ensemble de petits volumes nommés des particules de fluide. Donc, finalement, on va essayer de transposer ce qu'on a appris sur la mécanique du solide à la mécanique des fluides. Même si un fluide n'est pas du tout un élément solide, on va essayer de transposer un petit peu cette compréhension qu'on a de l'un vers l'autre, en termes de vecteurs de vitesse, en termes de champ, en termes donc de destination, en termes de déplacement. Et ce qu'on verra, c'est que le mouvement d'un fluide, ça s'écrit comme un champ de vitesse. C'est-à-dire, ce sont des lignes, d'accord, de vitesse, pour lesquelles à chaque fois sur une ligne, on a toujours la même vitesse, qui vont représenter donc les vecteurs vitesse de l'ensemble. À savoir, donc, la ligne de courant, c'est la trajectoire du fluide, et donc les champs de vitesse, ce sont les lignes où en fait on va avoir les valeurs de vitesse à l'intérieur. Donc sur l'illustration, on va avoir effectivement donc des champs de vitesse, on va avoir donc les lignes de champ, chaque ligne représentant une vitesse, et donc plus on va avoir de vitesse, plus on va avoir de lignes de champ à l'intérieur. Ce qu'on avait vu en mécanique du solide, c'est que lorsque je veux caractériser tout au moins une vitesse, eh bien en fait c'est la dérivée de la position par rapport au temps, c'est-à-dire ce dOm sur dt. Alors ici en mécanique des fluides, on n'a pas de déplacement sur en fait une trajectoire du point A au point B ou du point O au point M, mais on a un déplacement de volume puisqu'on est sur un fluide. Et comme on a dit qu'on prenait des particules de fluide, c'est ce qu'on va donc devoir faire. Donc ce qu'on va appeler le débit, communément appelé finalement vitesse, c'est un peu mal approprié, mais c'est le terme de vitesse finalement qu'on emploie au quotidien. Donc le débit de l'eau, c'est le delta de volume par rapport au delta T. C'est-à-dire c'est la variation infinitésimale du volume qui va se déplacer par rapport au temps. Maintenant, ce volume, il est aussi fonction quand même de la surface qu'il traverse. Et on a vu qu'à travers cette surface, il y avait des champs de vitesse. Alors en imaginant qu'effectivement l'écoulement soit de type stationnaire, on a toujours les mêmes vitesses, on va dire que le débit, c'est aussi égal à la vitesse que multiplie la surface. Donc étant donné qu'on s'est placé dans le cas où en fait on estime que le fluide qu'on étudie, ce sont des particules de fluide, un petit peu comme des particules solides quand on fait la mécanique du solide. Ça signifie donc que la masse du fluide va rester constante au cours du temps. On s'intéresse justement à cette constante, puisque finalement, si ça commence à varier, ça va poser beaucoup de problèmes dans les calculs. Donc, à notre échelle, on va se contenter uniquement d'avoir une masse de fluide statique. Si on a une masse de fluide statique, ça veut dire que notre fluide est incompressible. Je ne peux pas le comprimer, le faire raccourcir plus que je ne peux, obliger les particules à se regrouper davantage, donc on emploie le terme d'incompressible. Et donc pendant l'écoulement, ça veut dire que le débit doit rester le même. Mais si le débit reste le même, et peu importe les sections qu'on va trouver, alors au quotidien ce sont les types de canalisation, quand on travaille sur le point de vue biologique,
En médecine, en STAPS, finalement, ce sont les problèmes entre les veines et les artères et les aortes, hein, entre le diamètre, autrement dit les surfaces qu'on va avoir donc, pour les volumes sanguins. Et donc, si on a toujours ce même débit, c'est-à-dire qu'à travers deux canalisations de diamètres différents qui seraient en jonction, le débit étant constant, ça veut dire que la seule chose que je peux mettre en relation, ce sont que V1S1 est égal à V2S2. Donc, à l'instar de ça, on va pouvoir donc soit déterminer des vitesses, soit estimer des vitesses lorsqu'on va changer deux sections traversées par un fluide. Ça veut dire aussi que ce qu'il ne faut pas confondre, c'est bien le terme de débit et le terme de vitesse. Le débit reste constant, mais la vitesse est capable de changer. Rappelons que le débit, c'est la variation du volume à l'intérieur de la surface. Et donc, comme j'ai des variations de volume, c'est pour ça que je vais pouvoir agrandir mes surfaces dans lesquelles je voyage, donc avoir des vitesses différentes, mais je garde toujours le même débit. Donc ici, on va essayer donc d'expliquer, alors de manière très vulgaire et au plus simpliste possible, la relation de Bernoulli. Donc la relation de Bernoulli, elle va sur le principe où on estimait dans ce qu'on a dit tout à l'heure avec les deux points connectés. Donc je traverse une section S1 et je peux arriver à une section S2. Ce qui va se passer aussi, c'est que ces deux sections n'ont pas la même hauteur. Donc je traverse une certaine section pour me lier à une autre section pour laquelle je vais avoir un agrandissement, une diminution de hauteur. On a aussi le fait que, dans notre hypothèse, on se place dans une ligne de champ. Dans cette ligne de champ, dans cette ligne de courant, on sous-entend qu'on va toujours avoir, finalement, normalement, le même débit. Puisque j'ai donc le même débit, je peux avoir des vitesses différentes, des sections différentes, des hauteurs différentes. Il faudra voir aussi que comme j'ai des hauteurs différentes, on renvoie donc au phénomène de pression, et donc je vais avoir des pressions différentes. Maintenant, on a assimilé notre fluide en fait à des particules de fluide. On va essayer de le comparer à un modèle qu'on connaît très bien, à savoir le modèle de mécanique solide. Puisqu'on a donc un modèle de mécanique solide, on va essayer donc de raisonner sur la conservation de l'énergie. Que je sois sur une hauteur A jusqu'à une hauteur B, je dois conserver l'énergie mécanique. Concernant l'énergie mécanique, on va donc avoir des relations en termes d'énergie cinétique, d'énergie potentielle à prendre en compte, puisque l'énergie mécanique c'est EC plus EP. Et donc si l'énergie mécanique est constante, EC plus EP doit être constant. Donc il va y avoir un échange permanent entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de mes deux points, donc à une hauteur A jusqu'à la hauteur B. Les énergies cinétiques, on sait très bien que normalement c'est du 1,5 fois m fois v carré. Donc là on est sur un fluide, donc on ne prend pas la masse, on va prendre la masse volumique. Donc non pas que la vitesse, mais la vitesse volumique. Pour ce qui est donc de l'énergie potentielle, normalement c'est m fois g fois h, ou moins fois z en mécanique solide. Comme ici on travaille sur le fluide, on sait que ce sera ρ fois g fois h plus PA par rapport au phénomène de pression, ce qui est vu déjà en classe de première spécialité. Si on associe donc l'ensemble des deux, pour un point A, j'ai donc une relation de 1,5 ρ fois v carré plus ρ g h plus P représentant la pression. Puisqu'on a dit que l'énergie mécanique doit être constante en mouvement, donc l'énergie mécanique en A doit être égale à l'énergie mécanique en B, j'associe les deux équations et on obtient donc la relation de Bernoulli. Alors de fait, ce qui est intéressant avec cette relation de Bernoulli, c'est qu'on arrive à expliquer maintenant donc l'effet Venturi. Alors il y aurait plein de vidéos sur les réseaux, sur les chaînes internet de l'effet Venturi en termes de mise en application, d'expériences assez amusantes à faire. Nous, on va juste présenter le principe. Je vous invite vraiment à essayer d'en regarder un petit peu, ça peut être intéressant et assez amusant de regarder ce type d'effet qui est pas si commun que ça et qui est assez particulier. Donc l'effet Venturi, c'est lorsqu'en fait on va avoir un changement de section. Donc comme on a dit tout à l'heure par rapport à la présentation de la formule, si je change de section, je vais donc changer de pression. Et justement, on va utiliser ce changement donc, de section en imaginant que maintenant je passe plus d'un point A à un point B, mais la canalisation est vraiment linéaire. On va rester sur la même hauteur. Donc je n'ai plus le problème de la hauteur, par contre je vais avoir donc, des changements de vitesse volumique, et je vais avoir des changements de pression quand même. Et l'avantage de cet effet Venturi, c'est qu'on va pouvoir donc, moyennant un changement de vitesse, créer un changement de pression, ou, si je fais des changements de pression, déterminer donc des vitesses. C'est ce qu'on va utiliser, nous, en chimie, principalement pour la trompe à eau. Lorsqu'on ouvre le robinet, en fait, on fait couler de l'eau, donc on est bien sur un couloir uniquement vertical. À l'intérieur, il y a des sections qui vont changer, et en fait, le changement de section qui serait parcouru par le volume d'eau va créer en fait une variation de pression. C'est pour ça que lorsqu'on va le relier avec la fiole à vide,
en fait, on va aspirer l'air parce qu'on va créer une différence de pression. Donc, du coup, on aspire l'air et ça nous facilite lorsqu'on utilise par exemple un bûche d'air. Ce type de changement aussi, donc avec les changements de section et pour les pressions, on va l'utiliser donc pour la mesure de la circulation sanguine, tout au moins de la tension artérielle. On va essayer d'expliquer un petit peu après. Et on a aussi ce qu'on appelle le tube de Pitot, qui permet donc de déterminer la vitesse d'un avion. Donc en prenant quelques images qu'on peut trouver assez facilement sur internet, avec l'image d'un avion, donc pour se dire qu'il n'a pas de compteur kilométrique à bord, il y a des petits embouts qui sont sur le nez de l'avion. Sur les avions plus petits, en fait, ça sera sous les ailes. Donc en fait, ce tube va présenter en fait une particularité, c'est que, avec le schéma qui est présenté également, on va faire donc l'air va rentrer dans le tube, et il y aura une différence de pression avec une deuxième canalisation de pression à l'intérieur. Donc on va avoir un point A, un point B. Et comme on se trouve finalement sur la même hauteur, notre relation de Bernoulli de tout à l'heure va simplement donc devenir 1 demi de ρ fois VA carré plus PA, pression point A, qui est égal à 1 demi ρ VB au carré plus pression de B, lorsqu'on va se trouver au point B. Et lorsqu'on va donc faire le développement mathématique de la formule, on peut soit déterminer la différence de pression, donc PA moins PB, et en revenir au fait que finalement c'est une vitesse par rapport à une différence de deux sections, la section A de la section B, comme on disait avec la trompe à vide. Dans notre cas, nous, lorsqu'on veut utiliser donc la vitesse d'un avion pour le tube de Pitot, c'est très simplissime ici, mais cette vitesse, en fait, elle est due justement à la différence de pression moyennant la différence de section. Le tout passer à la racine, vu qu'on était avec des vitesses au carré. Donc si on fait bien le développement mathématique, on arrive à tout au moins à comprendre et à expliquer de manière très vulgaire comment on peut déterminer donc la vitesse, ou tout au moins comment l'avion se détermine sa propre vitesse, juste avec finalement l'air qui va créer donc une différence de pression. Alors le dernier exemple qu'on peut essayer de présenter justement cette mécanique des fluides, toujours pareil en termes de vulgarisation, d'excès simplissime, c'est donc la pression artérielle qu'on va trouver dans le milieu médical. Lorsqu'on va donc faire une pression, en fait, on est pourvu d'un manomètre et on a le stéthoscope. Le stéthoscope, c'est l'outil en fait qui permet donc d'entendre, moyennant les variations de pression dans le tube, donc il va permettre d'écouter. Le manomètre, lui, en fait, il va faire la mesure de pression. Donc en fait, on place le brassard, on va en fait le gonfler et de manière à donc à maintenant faire en sorte que l'artère bloque, donc il n'y a plus donc d'écoulement. On a bloqué le débit. Or, normalement, ce débit est constant à travers toute l'artère. Et ce qu'on va faire, c'est que donc, lorsqu'on va commencer à relâcher le brassard, et bien donc le sang va pouvoir circuler. Mais notre souci, pour le rappeler, c'est que le débit doit être constant. Donc, il y a donc une section A et une section B, ouverture par rapport à ce qui est attendu de l'autre côté. Et donc, on va avoir deux vitesses différentes. Donc, comme on va avoir des vitesses donc, différentes, on va donc aussi avoir des pressions différentes, ce qui fait qu'on va avoir donc des forces qui vont s'appliquer sur les parois qui sont très différentes. Ce qu'on va faire avec le stéthoscope, c'est entendre un bruit de Khrouchtchev, en fait, où l'idée est que dès que le sang va commencer à circuler, il émet un bruit. Donc en émettant ce bruit, on relève sur le manomètre la pression, on a une première pression. On va donc continuer d'écouter jusqu'à ce que le débit passe les bruits, et puis en fait, au bout d'un moment, lorsqu'on a ouvert suffisamment le brassard, on va retrouver notre écoulement permanent, c'est-à-dire notre débit constant, il n'y aura plus de bruit distinctif, et donc on va donc relever là la pression sur le brassard, ça sera la deuxième pression. Comme on a donc deux pressions, c'est pour ça que lorsqu'on fait une pression artérielle, on a deux informations. Et on appelle ça du coup, alors sauf si je me trompe, la pression systolique et la pression diastolique.